Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et ces derniers jours encore, ce ne sont pas les actualités intéressantes qui manquent. Car entre l'ouverture de la capsule des échantillons d'Osiris-Rex qui a révélé une grosse surprise, des difficultés pour le lanceur européen Vega C, la station Orbital Reef de Blue Origin qui s'enlise, et le développement d'habitats spatiaux gonflables, je crois qu'une fois encore, le tour des actualités spatiales s'annonce intéressant. Mais avant de commencer, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer cet épisode, je vous propose de revenir sur le projet de station spatiale Orbital Reef de Blue Origin. Annoncé en octobre 2021, le projet est porté par Blue Origin et Sierra Space qui développe entre autres sa navette Dream Chaser et des modules de station gonflables, deux projets sérieux qui avancent bien et dont l'Orbital Reef pourrait aussi bénéficier. Ainsi, très tôt, le projet de Blue Origin a commencé à attirer l'attention. Outre son potentiel intérêt touristique, la station allait aussi être sélectionnée par la NASA pour une aide au développement de 130 millions de dollars, dans le but d'aider à préparer l'après-ISS. Depuis lors, malheureusement, l'état du projet de Blue Origin inquiète. Déjà, la NASA n'a versé que 24 millions des 130 prévus. Ensuite et surtout, il n'y a pas eu de mise à jour de la part des entreprises ou de création d'emplois pour la station, ce qui en général est un indicateur plutôt inquiétant. Enfin, des sources de CNBC indiquent que les deux entreprises sont proches de faire route à part et que le projet de station se porte assez mal. Quelques heures après la publication de cet article, cependant, Blue Origin allait partager un rendu de la station indiquant que les équipes continuent de concevoir du matériel orbital et de le tester, sans en partager énormément plus. En parallèle, même si Sierra Space venait à se désolidariser de Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos pourra encore compter sur d'autres alliés impliqués dans le projet tels que Boeing et dispose de suffisamment d'expérience pour mener son projet de son côté, et Sierra Space probablement aussi. Comme souvent donc, le mieux sera probablement d'attendre les annonces des différentes entreprises pour commencer à y voir un peu plus clair. D'autre part, Sierra Space réalisait aussi courant septembre un 5e test structurel de leur prototype de module de station gonflable, essai où la pression interne allait être montée jusqu'à sa rupture et où il allait d'ailleurs atteindre une marge de 33% supplémentaire par rapport aux normes de certification. Si on rajoute à ça Bigelow Aerospace qui développe aussi ses modules de station gonflables, on se rend assez aisément compte que ces modules ont de l'avenir et leurs avantages. Étant gonflés, ils sont bien plus faciles à développer, plus légers à lancer, et nécessitent des lanceurs moins gros et donc permettent d'abaisser les coûts. Mais bref, assez parlé de stations spatiales. Car en attendant, d'autres actualités spatiales méritent encore toute notre attention. Et l'une d'entre elles est en train de prendre du retard, mais pour une raison assez originale. Souvenez-vous, le 24 septembre, la capsule d'échantillons d'Osiris-Rex revenait se poser sur Terre avec environ 60 grammes d'échantillons provenant de l'astéroïde Bennu. Elle allait ensuite être récupérée, puis transportée consciencieusement tout en évitant toute contamination vers les installations dédiées à son ouverture et à la manipulation des échantillons dont la majeure partie sera d'ailleurs conservée pour des analyses futures. C'est en effet un minimum d'échantillons qui sera analysé maintenant, afin que, à l'avenir, lorsque les technologies auront encore évolué, il reste des échantillons à analyser et des découvertes à faire. Mais bref. Comme je le disais, il y a une surprise. L'ouverture de la capsule d'échantillons a en effet révélé que le conteneur d'échantillons, lui-même situé dans la capsule, est en partie recouvert de fines poussières provenant de l'astéroïde et qui n'étaient pas soupçonnées jusqu'ici. Si ces poussières sont une bonne nouvelle, elles représentent quelques grammes d'échantillons supplémentaires, elles sont aussi une difficulté imprévue. Il faut maintenant méticuleusement les récupérer et nettoyer la capsule avant de pouvoir accéder aux autres échantillons et ce procédé retarde donc leur ouverture. Mais ce sont aussi des étapes pour lesquelles les équipes ont le temps et ce n'est en aucun cas un problème, mais au contraire une bonne nouvelle imprévue. Pour terminer avec Osiris-Rex, on avait aussi droit à la publication des images prises par la caméra de navigation de la sonde, montrant la séparation de la capsule et un croissant de terre quelques heures avant la réentrée. Pour changer de sujet et parler de lanceurs, c'est encore une fois Rocket Lab qui avance avec Neutron.
Ce 3 octobre, l'entreprise réalisait en effet un essai cryogénique de son réservoir de second étage de neutrons, essai qui allait voir le réservoir pousser jusqu'à sa rupture, qui eut lieu bien après les conditions pour lesquelles il est conçu. C'est donc une excellente nouvelle pour l'entreprise qui se retrouve avec une architecture de réservoir qui sera probablement similaire pour le premier étage, plus que résiliente et qui permet de voir arriver le premier vol d'essai, prévu pour 2024 au plus tôt, avec confiance. L'occasion d'ailleurs pour Rocket Lab de rappeler que le second exemplaire de ce réservoir est déjà en cours de production et qu'un seul de ces réservoirs de second étage contient près de 7 fois le carburant de leur petit lanceur Electron. Rappelons que les réservoirs de second étage, au nombre de 2, sont bien plus petits que le premier étage. Ce n'est pas pour rien que le lanceur s'offrira une hauteur d'environ 42 mètres, soit à peu près 280 bananes, mais bref. Car un autre lanceur, européen cette fois, allait aussi faire parler de lui, j'ai nommé Vega C, évolution du lanceur Vega. En décembre 2022 et après un vol inaugural réussi en juillet, le lanceur allait connaître son premier incident. Le second étage à poudre du lanceur, le Zefiro 40, qui est une évolution de Zefiro, évolution qui doit voler sur Vega C et Vega E, allait connaître une anomalie. Et cette anomalie va malheureusement demander de revoir une partie du moteur et de réaliser au moins 2 essais au sol. Le retour en vol de Vega C est ainsi prévu pour dans 2 ans environ, ce qui est assez grave, alors que de son côté Vega, l'ancienne version, a encore un vol prévu le 7 octobre et un autre en avril 2024. Enfin, pour terminer le côté européen, nous avions aussi droit à une bonne nouvelle. Le lancement réussi dans la nuit de vendredi à samedi du petit lanceur suborbital Miura 1 développé par l'entreprise espagnole PLD Space. La réussite de ce lancement permet, entre autres, de tester différents éléments tels que les moteurs de première génération de l'entreprise. Le lanceur orbital Miura 5, lui, devrait décoller à la fin de 2024 et être, tout comme Miura 1, qui est conçu pour être récupéré avec un parachute, être partiellement réutilisable. Pour terminer, on notera le lancement, le 5 septembre, du petit lanceur chinois Ceres-1 qui, en décollant depuis une plateforme dédiée, est devenu le premier lanceur privé à décoller en mer. Mais une autre nouvelle importante allait aussi intervenir le 2 octobre. La Commission fédérale des communications américaine allait en effet infliger une amende à l'opérateur du satellite EchoStar 7, un satellite de communication situé en orbite géostationnaire. Arrivé en fin de mission en février 2022, son opérateur, Dish, allait en effet faire le choix, après l'avoir laissé épuiser son carburant trop longtemps, de le placer sur une orbite de parking d'une centaine de kilomètres plus haute que les 35 800 de l'orbite géostationnaire. Le problème, c'est que la réglementation en impose au minimum 300. Et cela allait ainsi donner lieu à la toute première amende concernant les débris spatiaux, ce qui pourrait, face à leur nombre grandissant, être un signe plus qu'intéressant si la FCC venait à appliquer les règles de façon plus stricte. Si l'affaire en elle-même n'est pas fascinante, je vous l'accorde, elle n'en est pas moins un signal fort et qui pourrait être le début d'une prise en charge plus solide du problème des débris spatiaux. Débris qui, rappelons-le, sont un risque de collision avec d'autres satellites, des capsules spatiales, des stations et j'en passe. Enfin, pour terminer, j'avais envie de vous partager ces quelques images montrant la comète C2023P1 Nishimura, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, observée par la mission américaine Stereo. Pour rappel, Stereo est une mission d'observation du Soleil, et plus principalement des éjections de masse coronale, qui sont responsables entre autres des aurores et de brouillages radio, lorsqu'elles atteignent la Terre. Les images de la comète, entrées dans le champ de vision de Stereo, ont quant à elles été prises entre le 17 et le 23 septembre. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.